Donc nous voici de retour au Cercle des nageurs de Marseille pour accueillir Ara Khatchadourian. Bonjour. Ara, bonjour, comment vas-tu? Merci, très bien. Bon, très bien. Parfait, merci. Juste avant qu'Ara se présente, parce que c'est quelque chose d'important, Ara, il est un petit peu humble, donc on va essayer de donner quand même quelques infos. Ara, vous regarderez un petit peu, mais c'est quelqu'un qui a gravi la plupart des sommets du monde, dont le mont Everest, qui a aussi couru 107 marathons en 107 jours d'affilée, qui a traversé la Méditerranée à la rame, enfin qui a fait pas mal de choses, on va en parler justement derrière. Ara, je te laisse te présenter. Ara Khatchadourian, citoyen du monde, arménien d'origine, né au Liban, français, européen, marseillais, membre actif et parrain de l'association TCAP 21, où j'accompagne des jeunes qui ont atteint de trisomie à faire des activités sportives, et à la fois ambassadeur de l'association au Liban qui s'appelle Achafieh 2020. C'est l'équivalent de Resto du Cœur ici en France. Génial, génial. Alors on va commencer par parler un petit peu de ton histoire. Tu nous as dit, tu es né au Liban. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe à l'époque. Je suis né au Liban. Alors ma maman était, pendant l'accouchement, le médecin lui dit « Attendez, mais il y a un deuxième qui arrive. J'ai un frère jumeau. » Je suis né à 1,450 kg, prématuré. J'ai passé 1 mois et demi dans une couveuse. Et ça a commencé la vie comme ça. D'un père assez difficile, il buvait pas mal. De mère malheureusement dépressif. Et à l'âge de 6 ans, j'ai commencé le scoutisme, que ça m'a apporté énormément, où j'ai appris la première chose, élever. Quand tu élèves, tu t'élèves. Et c'est par là que ça a commencé. Une grand-mère extraordinaire, que je partais souvent chez elle. Et voilà, et tout allait bien jusqu'à l'âge de 9 ans, où la guerre a commencé au Liban, malheureusement. Et je commençais à décrocher à l'école. Et ça n'allait pas très fort. Comme on ne me donnait pas d'argent de poche, il fallait travailler. L'été, j'allais travailler. Alors, j'étais vendeur de journaux, réparateur de vélos, etc. Jusqu'à l'âge de 15 ans, je rentre par hasard dans un atelier de bijouterie où ça commençait à me plaire. Et retour à l'école, le directeur a dit à ma mère, vaut mieux que ce garçon apprenne un métier. Alors, je quittais l'école et j'ai rentré dans le métier de la joaillerie. Mais quand j'ai dit rentrer dans le métier de la joaillerie, c'est pour faire le café au patron, hein, pour balayer, etc. Et à force de le regarder faire, je commence à apprendre et je lui demande de me donner du travail pour que je puisse travailler aussi. Alors je commence à apprendre. L'âge de 19 ans, la guerre ne s'arrête pas au Liban. J'avais la chance d'avoir un oncle à Marseille. J'ai pris mon sac et je suis arrivé à Marseille. Mais arrivé à Marseille, je ne parlais pas un mot de français. J'avais 100 € en poche parce qu'à l'école, c'est une école arménienne où je suis allé, on apprenait l'arménien, l'arabe et l'anglais. Ça dépend, les lycées au Liban, il y en a qui apprenaient le français, d'autres qui apprenaient l'anglais, mais bien sûr l'arabe, la langue du pays, et si on était dans un lycée français ou américain. Alors justement, tu arrives en France, comment tu apprends le français? Alors en regardant les informations à la télé, parce que j'avais des amis aussi, des petits amis où je commençais à parler le français au fur et à mesure hein, d'apprendre. Et la chance de trouver tout de suite du travail. Et je commençais à travailler et au bout de 3 mois, j'ai dit à mon oncle, maintenant je veux louer un appartement et vivre seul. Alors je loue un appartement de 15 mètres carrés et j'ai gagné le SMIC à l'époque. Alors chaque mois, à la fin du mois, il ne me restait pas grand-chose. Et j'avais décidé d'économiser parce que j'avais fait une promesse à ma grand-mère d'ouvrir mon propre magasin le plus tôt possible. Génial. Alors, au lieu de manger 2 croissants le matin, je mangeais qu'un seul. Au lieu de boire un soda à midi avec un sandwich, je mangeais que le sandwich. Et le soir, d'olive et du fromage. Et c'est comme ça que j'ai commencé à économiser jusqu'à avoir assez pour acheter du matériel
pour puisse travailler chez moi. Alors, j'achète le matériel, j'installe chez moi et je demande à mon patron de me donner du travail pour que je puisse travailler chez moi en heure sup. Je commençais à travailler, je me levais à 5 heures du matin, je commençais à travailler chez moi jusqu'à 9 heures, de 9 heures à 19 heures chez mon patron, et de 19 heures, retour chez moi, jusqu'à 2 heures du matin chez moi, et là, je doublais, triplais mon salaire. Et au bout de 5 ans, j'avais 24 ans, j'ouvre mon propre magasin. Et c'est notre histoire a commencé. Toujours pareil, j'achète l'appartement au-dessus de la boutique pour ne pas perdre de temps dans les trajets. Et je me levais à 4h50 et à 5 heures, j'étais déjà au travail. 16 heures par jour, 7 jours sur 7, je travaillais. Une deuxième boutique à l'âge de 28 ans et des jeunes qui sont venus me rejoindre pour apprendre le métier. Justement, ça c'est un point important. Comment toi, tu leur as retransmis cet apprentissage? Parce que c'est bien de savoir, toi tu as appris sur le terrain, pardon pour le micro, c'est bien tu as appris sur le terrain, mais comment tu leur as transmis cet amour et cette envie de faire ce travail? Déjà, quand ils sont venus, ils avaient envie d'apprendre avant tout. Et après, voilà, je leur ai expliqué, c'était pas comme à mon époque où on n'apprenait pas pour que ça s'appelle voler le métier. Hein. Il faut copier sur le patron la façon qu'il travaille. Et moi, j'apprenais, j'expliquais comment on fabrique un bijou, tout ça. Et ils étaient adorables, ils ont adoré, ils ont resté avec moi pendant longtemps. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Ils ont grandi avec moi, mes salariés. Et j'ai 40 ans. Je me sépare avec la mère de mon fils. Et mon ami d'enfance m'appelle au Liban pour me dire « Viens, je prépare le marathon du Liban. » Et je prends mes baskets, je pars au Liban. Je m'entraîne avec lui pendant 15 jours. Je rencontre une jolie fille. Et voilà. Et elle m'a demandé de venir courir le marathon avec elle. Et mon copain d'enfance, je reviens à Marseille, je m'entraîne pendant 2 mois dans un club et je pars courir mon premier marathon au Liban à l'âge de 40 ans. Donc ça veut dire qu'avant 40 ans, à part bosser, tu faisais pas d'autres sports? Non, uniquement travailler. Parce que 16 heures par jour, c'est quand même du sport. C'est ça, c'est ça. Et quand j'ai quelque chose dans la tête, je fais à fond. Et j'adore toujours mon métier. Et voilà, je voulais réussir, je voulais arriver. Et c'est d'avoir mon logement, j'ai acheté mon appartement. Et voilà. Et qu'est-ce qui fait que, alors, mis à part cette jolie fille, qu'est-ce qui fait que tu bascules et que ça aurait pu s'arrêter à ce premier marathon-là? Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'en faire d'autres derrière? Alors, l'absence de mon fils qui est parti vivre l'île de la Réunion, il y a eu une vide. Ouais. Alors, l'être humain, il n'aime pas le vide, alors je devais le remplir avec quelque chose. Et comme je n'avais pas d'autres vices ou d'autres passions, on va dire, c'est devenu une passion. Et je voulais me surpasser, non seulement maintenant dans le travail, mais me surpasser dans le sport. Dans le sport. Et les copains, je me suis fait des copains dans ce club et je me suis dit, bon, je veux faire des marathons. Et les copains me disent, viens, on va faire le marathon de Marrakech, marathon de Barcelone, marathon de Paris, etc. Et je commence à faire des marathons un peu partout dans le monde. Et notre copain réunionnais, il me dit, viens, on va faire le Diagonale des Fous à La Réunion. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, un des courses le plus dur au monde, 170 km, 10 000 mètres dénivelé positif. 2500 participants du monde entier qui viennent pour participer et moitié qui ne terminent pas. Alors, pour me préparer, je suis parti à Chamonix. Et comme je me trouvais au pied du Mont Blanc, j'ai dit, tiens, je veux gravir le Mont Blanc. Alors, je te coupe. Tiens, je me lève comme ça et je me dis, ça y est, je vais gravir le Mont Blanc. C'est juste une envie, quoi. C'est ça, mais ça a toujours été comme ça. C'est des rencontres qui ont fait que ce que je suis aujourd'hui. Et ces envies comme ça qui me viennent et je me dis pourquoi pas moi. Alors du coup, je fais un stage de 3 mois, je ne savais pas comment on gravit des sommets et je l'ai gravi avec beaucoup de difficultés. Arrivé au sommet à 6h30 du matin, c'était extraordinaire. J'ai dit tiens, je veux gravir d'autres sommets. Et après ça, j'ai fait le tour l'Ultra Trail du Mont Blanc. C'est l'équivalent de Diagonale des Fous à La Réunion. Là, par rapport à l'expérience Diagonale des Fous, j'ai mis 58 heures et l'Ultra Trail du Mont Blanc, j'ai mis 38 heures. 20 heures de moins par rapport à l'expérience que j'ai eue.
Du coup, après ça, je pars gravir le mont Ararat en tant qu'Arménien, qui se trouve en Turquie aujourd'hui. Un symbole. Ouais, exactement, 5135 mètres. Et je portais le drapeau de la paix au sommet, et drapeau de l'Arménie, drapeau de la France et drapeau de Marseille. Parce que chaque fois je commençais à gravir des sommets, je voulais remercier la France de m'avoir accueilli, Marseille de m'avoir adopté. Et c'est de cette façon-là que je voulais remercier. Et chaque fois, j'ai gravi, je portais le drapeau. Et le troisième sommet, c'était le Kilimandjaro, le plus haut sommet d'Afrique. Retour à Marseille, une association m'appelle pour me dire, viens nous raconter comment tu fais tout ça. Alors j'ai dit, ok. Je pars pour le raconter. Et bon, j'ai oublié de dire aussi que je me levais à 5 heures du matin, non seulement pour travailler maintenant, c'est pour m'entraîner. C'était 1 heure de natation, 1 heure de vélo, 1 heure de course à pied tous les matins, 3 fois par semaine. Et 3 fois par semaine, je me levais à 5 heures pour travailler. Alors, et le soir, bien sûr, entraînement avec un sac à dos de 20 kilos. Et je partais de Marseille jusqu'à Cassis quand je me préparais à un gros sommet à gravir. Après la conférence, je tourne vers le président de l'association en lui disant, dans 2 ans, c'est le 100e commémoration au génocide des Arméniens, et pour tous les génocides qui ont été perpétrés 20e et 21e siècle, je souhaite aller au plus haut sommet du monde pour délivrer un message de paix, de mémoire et de reconnaissance. J'aimerais que vous m'accompagniez financièrement. Ils m'ont dit OK. Alors je rentre chez moi, j'ouvre mon ordi, je dis il faut que j'aille m'entraîner parce que ça ne suffit pas d'avoir gravi ces 3 sommets, il faut que j'aille gravir d'autres sommets pour apprendre et voir aussi si mon corps il va s'habituer à l'altitude. Et je pars au Pérou, Bolivie, Équateur, et j'ai gravi les 3 sommets, les 4 sommets, Sajama, Cotopaxi, Chimborazo, Huascarán, 6000, 6003, 6005 et 6700 mètres d'altitude. Vous avez vu comment il dit ça facilement, 6000. Hein, voilà. Vous montez 6000 tous les jours? Bah lui, oui. Alors j'ai gravi 9 sommets, 9 sommets en 36 jours, des 4000 et des 5000. 2014, je pars gravir le pic Lénine en Kyrgyzstan, 7124 mètres. Et j'ai réussi en 2 fois, parce que la première fois, enfin, je n'ai pas réussi, il y a mauvais temps. Et avec l'équipe avec qui je suis allé, ils sont retournés, eux, rentrés en France. Et moi, j'ai resté sur place. Et je suis reparti avec des Allemands pour aller au sommet. Et 2015, je pars pour l'Everest. Malheureusement, 25 avril, je me trouve au camp de base, Chinese Base Camp, le côté tibétain où je voulais gravir l'Everest, parce qu'on peut gravir l'Everest côté népalais et côté tibétain, côté sud et côté nord. Et tremblement de terre, 23 000 morts à Katmandou, malheureusement, 20 alpinistes morts, 60 blessés, moi je faillis mourir. Je reviens à Marseille, à l'aéroport, il y avait le journaliste qui m'attendait. J'annonce que, impérativement, je veux repartir. Et en 2016, je suis reparti. Attends, je te coupe. Parce que c'est important, ça, quand on est dans l'apprentissage, l'échec. On peut considérer que c'est un échec, même s'il n'est pas de ta faute. Comment on rebondit, justement? Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il y a eu ce tremblement de terre et ton retour à Marseille? Tu as eu quelques heures d'avion. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et comment tu te dis, j'ai envie de recommencer? J'ai envie de recommencer parce que j'ai fait des promesses avant tout. Ah. Et ça, quand je fais une promesse, je vais jusqu'au bout. S'il fallait faire 10 fois pour aller au sommet, j'aurais fait 10 fois. C'est ça, quand je fais une promesse, je tiens mes promesses. Et quand je fais une promesse à ma grand-mère, la première promesse que j'ai faite, j'ai tenue. À partir de là, j'ai dit, il faut que je tienne mes promesses. Et voilà, et j'essaye de le faire. Comme quand j'ai dit, le pic Lénine, je n'ai pas pu le faire en première fois et je suis reparti. J'ai recommencé et voilà, c'est comme ça que je vais, les promesses. Et voilà, et Mandela a dit, quand je perds, j'apprends, quand je gagne, j'apprends, je gagne. Dans les 2 cas, je gagne. Alors voilà, il n'y a pas d'échec, il ne faut pas perdre l'objectif de vue et recommencer, recommencer, recommencer. Bon, c'est génial. Alors on arrive en 2016. 2016. L'Everest arrive. L'Everest, je pars. Bon, j'ai eu de la chance, le temps a été avec moi cette fois-ci. Après 46 jours d'ascension, j'atteins le sommet à 8h30 du matin et je pose tous les drapeaux de la paix, de la France, de l'Arménie, du Liban, etc. Et tous les mécènes, tous les sponsors qui m'ont accompagné dans ce projet, je les porte avec moi au sommet. Et voilà, après 5 jours de descente, 46 jours de montée, 5 jours de descente, la dernière partie de 8003 au sommet, 12 heures
pour faire la dernière partie. Il y en a qui mettent 14, mais il y en a qui mettent 17 heures. C'est la partie le plus dure. Et je suis parti à 20h30 et je suis arrivé à 8h30 du matin au sommet. Et j'ai eu de la chance de rester une demi-heure au sommet pour porter tous ces drapeaux. C'est génial. Pendant ce temps-là, forcément, il doit y avoir quand même des moments où tu as le temps de réfléchir. On est d'accord. Exactement, ouais. Parce que je suis persuadé que voilà, donc il y a quand même, tu dois apprendre beaucoup sur toi, tu dois te poser beaucoup de questions, enfin voilà. Comment ça se passe dans ta tête pendant cette montée? On a envie d'abandonner plusieurs fois. Alors, j'avais distribué aux enfants malades qui ont le cancer dans les hôpitaux de Marseille des petits nounours qui étaient brodés par des dames. Et il fallait les distribuer. Alors, je suis allé les distribuer et je leur ai promis d'amener le petit nounours au sommet. Alors, c'est ça qui m'a poussé à aller au sommet, le drapeau de la paix et ce petit nounours que j'avais promis d'aller au sommet. Et c'est comme ça que je suis arrivé. Ouais. Et tu penses à la suite aussi? Parce que je suppose que quand tu es en train de monter, tu dois te dire, tiens, j'ai bien envie de faire ça derrière aussi. Non? Exactement. Alors, quand j'étais au camp de base, Ouais. j'ai écrit une lettre au président Erdogan, à tous les présidents aussi, pour qu'ils cessent de faire des guerres et qu'ils reconnaissent le génocide des Arméniens perpétré par l'Empire ottoman. Et retour à Marseille, mes amis m'ont dit, quel est ton prochain défi? Qu'est-ce que tu aimerais faire? J'ai dit, voilà, j'ai écrit une lettre au président Erdogan, j'aimerais lui porter à main propre. Et comment ça? J'ai dit, je veux partir de Marseille, ville de mon adoption, jusqu'à capitale de mes origines, en courant, un marathon par jour. Et je suis parti le 7 avril, 4550 km, Marseille, Monaco, Italie, Slovénie, Croatie, Serbie, Bulgarie, Grèce, Turquie, Géorgie, Arménie. Un marathon par jour pendant 107 jours, sans aucun jour de repos. Et je suis arrivé le 21 juillet en Arménie. Voilà, ça s'appelait Run for Peace, courir pour la paix. Cette fois-ci, comme l'Everest, c'était l'Everest pour la paix. Impressionnant. J'ai la chair de poule quand tu m'en parles. Non, c'est vrai, c'est impressionnant. La capacité que tu as à repousser tes limites. Oui, mais tout ça, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup d'entraînement. Et chaque fois que j'essaye de pousser mes limites, c'est comme ça qu'on forge le mental, en poussant notre corps. Et voilà, il faut que ce soit un accord, le corps et l'esprit, et se mettre d'accord. Quand mon corps veut lâcher, ma tête dit non, il faut que tu continues. Et quand la tête veut lâcher, et le corps dit voilà, tu dois continuer. Enfin, c'est comme ça, j'ai pu le faire parce que j'étais pas né pour devenir athlète, j'étais pas né pour devenir bijoutier. C'est à force de travail. Et quand je vais dans les écoles, collèges, lycées pour transmettre le goût de l'effort, le dépassement, je leur dis la journée est faite 24 heures pour tout le monde. Qu'est-ce que vous faites pendant ces 24 heures? Une fois que vous avez dormi 8 heures, une fois que vous êtes allé à l'école pendant 8 heures, il vous reste encore 8 heures. 3 heures par jour, 7 jours sur 7, 365 jours par an, vous faites quelque chose, vous devenez très bon. Si vous le faites 6 heures par jour, vous devenez des champions. Voilà le secret, c'est la répétition, c'est tous les jours. Il y en a qui me disent, moi je fais du sport 3 heures par le dimanche. Bah, c'est bien, c'est pas mal, mais c'est pas ça que ça marche. Il faut tous les jours, comme on se brosse les dents, on se brosse tous les jours, il faut faire du sport tous les jours. Voilà, donc Ara court un marathon comme nous on se brosse les dents. Si on peut résumer. Non, mais c'est important d'avoir ce message aussi, de se dire que il n'y a pas de secret. On répète et on répète et on répète encore. Voilà. Et puis en répétant, on progresse. Et en progressant, on s'ouvre peut-être des choses qu'on n'aurait peut-être même pas imaginées. Tout à fait. De ne pas essayer, c'est sûr de ne pas réussir. Ouais. Essayer, c'est peut-être réussir. Voilà la difficulté. Génial. C'est ça. Alors, tu rentres des Révanes et tu as une autre idée. Alors là-bas, je reste 2 mois. J'entraîne l'ambassadeur de France, le consul, etc. Et la Miss Arménie. J'ai entraîné pendant 2 mois pour la préparer pour Miss Monde. Alors après ça, je rentre et je m'assois derrière mon bureau, je commence à travailler. Et un jour, je me lève de ma chaise, je regarde mon collaborateur, je dis, je te laisse les clés, je pars m'entraîner pour faire d'autres défis. Et j'ai décidé de faire quelque chose pour le Liban cette fois-ci. Marseille, ville de mon adoption, jusqu'à capitale de ma naissance cette fois-ci. Et je voulais non seulement faire pour la paix et à la fois humanitaire, mais malheureusement le Covid est venu et je n'ai pas pu aller en 2020.
Et entre-temps, je voulais inventer une nouvelle forme d'embarcation parce que j'ai essayé le kayak, ça ne m'a pas convenu. J'ai essayé l'aviron, c'était marche arrière. J'ai dit, je vais inventer une forme d'embarcation que je puisse aller vers l'avant, mais en faisant le même geste, la même propulsion qu'un aviron. Alors, 2 ans pour le réaliser, mais malheureusement, ça s'est cassé juste avant de partir, 2 mois avant. Et comme j'avais promis, comme d'habitude, j'ai dit tant pis, je veux partir avec un skiff de mer. J'ai eu de la chance qu'on m'a offert un skiff, un fabricant. Et c'est avec ça que je me suis entraîné pendant 2 mois rapidement pour me réhabituer à ça, réhabituer à ramer avec un skiff de mer. Et je suis parti avec ça de Marseille à Beyrouth le 27 mai 2023. Devant la mairie de Marseille. Ça m'a pris 88 jours, 3600 km. Je pensais mettre même 120. Et j'ai eu beaucoup de chance, pas beaucoup de mauvais temps. Et j'ai ramé entre 9000 et 18 000 coups de pelle par jour, entre 40 et 80 km par jour de Marseille à Beyrouth, Marseille, Antibes, Corse, Italie, Grèce, Turquie, Chypre, Beyrouth. Rien que ça, en croisière, on serait d'accord pour le faire. On est bien d'accord. À la rame, c'est pas la même histoire. Oui, 3 mois à la rame et j'ai mis 3 heures pour revenir à navire. C'est génial. Comment tu pourrais, quel conseil, pardon, tu pourrais donner à tous ces gens là qui sont en train de nous regarder, qui se disent, moi, j'aimerais bien essayer, ou j'aimerais bien faire ça, et puis qui ont un petit peu peur d'essayer, qui ont un petit peu peur de se lancer. Quel conseil tu pourrais leur donner? Toi, comment tu le vois? La formule que je trouvais, c'est rêver, aimer, oser, être déterminé, croire. Ça, c'est 5%. 95% de transpiration, de sueur, si vous voulez atteindre. Mais avant tout, il faut commencer à rêver. Si on commence à rêver et on aime ce qu'on fait, on va mettre 3 heures par jour pour faire. Vous voulez être pianiste, c'est 3 heures par jour. Vous voulez être peintre, c'est 3 heures par jour. Il n'y a pas de secret. Il faut pratiquer tous les jours pour être bon dans un domaine. Il faut faire ce que l'on aime aussi. C'est le prix mondial, hein, mais tout comme ça, c'est dans notre métier. Moi, j'ai dit, j'espère que le matin, quand vous voulez, vous ne dites pas je vais aller travailler, je vais aller faire un métier qui me passionne. Et c'est génial quand vous avez trouvé votre passion qui est votre métier à la fois. Moi, j'ai dit qu'il faut avoir 2 passions dans la vie, votre métier et une autre à côté. Génial. Et voilà, quand on a passé notre temps à travailler, enfin, à faire notre métier, et après, à côté de ça, on a une passion, c'est génial. C'est top. Alors maintenant, Ara s'est lancé dans un autre défi. On ne va pas parler du dernier, mais là, un autre défi qui est de transmettre. Parce que maintenant, tu fais de plus en plus de conférences, tu interviens dans les écoles, les collèges, tu transmets ton histoire et cette capacité à se surpasser, qui n'est pas le cas de tous. Comment tu vis ce nouveau défi et comment tu vis ça? C'est mon principal défi. Hein. Comme je disais tout à l'heure, quand tu élèves, tu t'élèves. Et aujourd'hui, mon envie, c'est aider des jeunes qui sont un peu perdus confiance en eux et de dire, voilà, par où je suis passé, c'était pas évident. Je fais 7 ans de psychanalyse, hein, j'ai oublié de dire de 40 à 47 ans. Voilà, et tout ça, ça m'a aidé de faire tout ce que je viens de faire. Et voilà, vous aussi, vous êtes capable, mais cherchez en vous ce qui vous fait vibrer, ce que vous avez envie, parce que la première chose que je dis aux élèves quand je rentre dans une classe, vous êtes tous beaux, vous êtes tous intelligents. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre intelligence? Vous pouvez caresser comme vous pouvez frapper, vous pouvez construire comme vous pouvez détruire. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre intelligence? Parce que tout le monde est intelligent, mais voilà, il faut du sueur pour atteindre ses objectifs. Enfin, j'essaye de passer ces messages, je vais dans les entreprises aussi, mais surtout mon but c'est les écoles, collèges, lycées et voilà. Leur transmettre dire à la nouvelle génération cette envie. C'est un des plus beaux métiers du monde. Être parent et être enseignant. Et j'aurais aimé être enseignant pour transmettre du savoir et de la connaissance. Bon, je n'ai pas fait des études pour faire, mais là, quand je me retrouve dans les classes, et je me prends pour un enseignant, mais je leur dis pas, moi, je dis ce que je viens de faire. Hein, je leur dis pas, enfin, voilà, moi, par où je suis passé pour arriver à mes objectifs. Voilà, faites, la balle est dans votre camp. Qu'est-ce que vous allez faire?
Et quel est le retour justement de ces jeunes que tu vois? Bah, Comment ils t'accueillent? Bah, ils adorent Ouais. parce que la première fois, une prof amie, elle m'a dit, viens, parle aux gamins, ils n'ont pas envie de faire d'efforts. Et c'est ça que je me suis lancé après ça. Quand j'ai vu les jeunes à me regarder avec les yeux qui brillaient et que les profs m'ont dit, on n'a jamais vu ça, quand des intervenants viennent et que bon, les jeunes, ils sont pas très attentifs et tout ça, mais avec toi, ils t'ont posé autant de questions à la fin et ils étaient très attentifs. J'ai dit, tiens, il y a quelque chose à faire. C'est à mon tour maintenant de transmettre. Je pense que c'est un des plus beaux métiers, un des plus durs, encore une fois, de faire ça. Et si un jour, dans 10 ans, un élève vient me voir dans la rue et me dit vous êtes passé dans ma classe et ça m'a donné envie de me surpasser, ça, c'est pour moi le plus beau cadeau. Oh, c'est génial. C'est génial. Le dernier défi alors, parle-nous-en. Alors, Qu'est-ce que c'est? pendant que je ramais, j'avais deux idées. Un, de voler avec un planeur à pédales. Parce que tout ce que je fais, il faut que ça soit physique et mental. Hein. J'aime pas être aidé par un moteur, par quoi que ce soit, par du vent, par de voiles et tout ça. Et c'est compliqué à mettre en place, cette planeur à pédales, il faut le fabriquer, tout ça. J'ai eu une autre idée, parce que je m'entraîne tous les jours, et le gainage, la planche. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas Parce que tout le monde, tous les défis que j'ai faits, il me dit, mais les Guinness de record, tu n'es pas encore dans le Guinness de record. J'ai dit, tiens, je vais faire quelque chose pour être dans le Guinness, mais ça, c'est pas pour ça que je le fais, c'est pour amener le record du monde en France, à Marseille, au Cercle des Nageurs, le record du monde du gainage. Et je fais des recherches, j'ai vu que dernièrement, c'est un Tchécoslovaque qui a battu le record, 9 heures, 38 minutes, 47 secondes au jour d'aujourd'hui. Et je vais essayer de battre ça le 21 septembre. Le 16, c'est mon anniversaire, j'aurai 60 ans le 16 septembre. Et comme c'est un lundi, je me suis dit, je vais le faire le samedi. Et le samedi, c'est le 21 septembre. Qu'est-ce que c'est le 21 septembre? Journée internationale de la paix. On peut pas Et mieux voilà. trouver. On peut pas mieux trouver. Et ça s'appelle Plank for Peace, la planche pour la paix. Et No to War, arrêtez les guerres, stop the war. Voilà le message que j'aimerais passer. Comme tout ce que j'ai fait, c'était en mouvement, cette fois-ci, c'est statique. Je veux m'arrêter pour que les guerres s'arrêtent dans le monde. Et objectif 10 heures. Objectif 10 heures, À peu près. Alors, il y a deux façons. Ou avec un poids de 18 kg sur le dos, le record était d'1h30 au jour d'aujourd'hui. Ou sans poids sur le dos, et c'est à peu près 10 heures. Donc là, tu es en plein entraînement et en pleine préparation pour le mois de septembre. Exactement, 6 heures par jour d'entraînement. Ouais. Bon, si vous passez au Cercle des Nageurs, il y a de fortes chances que vous croisiez Ara, qui est ou en train de nager ou en train de s'entraîner dans le coin. Ok, je te remercie beaucoup. J'ai une dernière question, parce que c'est la question que je pose à tous les invités. Quelle est la chose que toi, tu as appris récemment, la dernière? Oui, c'est une question qui n'est pas préparée et c'est volontaire. Qu'il faut continuer, il faut jamais s'arrêter. S'arrêter, c'est mourir. Marcher, c'est vivre. Parfait, Voilà. Génial. Merci beaucoup, Ara. C'est moi. Merci de nous avoir accueillis. Merci au Cercle des Nageurs de Marseille qui nous a prêté une salle pour qu'on puisse faire cette interview. Et puis on se retrouve pour les prochaines interviews. À bientôt. Merci. C'est moi. Merci.